Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis un auteur de bande dessinée de 42 ans. J'habite à Bordeaux et je fais de la bande dessinée depuis 7 ans. Bonjour Fabien Toulmé. Bonjour Mathieu. C'est une présentation courte mais efficace. Synthétique. Auteur notamment de l'Odyssée d'Hakim, on va évidemment avoir l'occasion d'en reparler. C'est pas toi que j'attendais. Suzette et le grand amour, ça c'est le dernier titre. On va parler de tout ça, mais d'abord, forcément, l'Odyssée d'Hakim, vu ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ça prend une résonance. Enfin, on y pense, pour ceux qui ont lu l'Odyssée d'Hakim, l'histoire de cette famille de migrants, on va en reparler, mais on y voit forcément des résonances. Toi, comment tu vis ça ? Est-ce que tu aurais presque envie de te dire, maintenant, je vais aller voir des réfugiés ukrainiens parce que j'ai envie de discuter avec eux, pas forcément d'en faire un livre, mais au moins de discuter avec eux. Comment tu te positionnes ? En fait, il y a eu vraiment l'objectif de cette bande dessinée, c'était d'opérer un rapprochement, en tout cas intellectuel, avec ces situations, parce que j'avais la sensation qu'on peut comprendre en théorie les drames et ce qui se joue, mais on a du mal, en tout cas moi j'avais du mal à réellement sentir une proximité et arriver à me projeter dans ces parcours. Et donc l'objectif de cette bande dessinée, enfin l'un des objectifs, c'était justement de rendre proche de nous tous ces parcours de vie qui, a priori, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on a assez peu de chances de connaître personnellement. Et effectivement, maintenant, quand il y a ce genre d'informations, ce genre d'événements, immédiatement me vient en tête le parcours d'Hakim et puis plus généralement tout ce que j'ai appris au cours de la réalisation de cet album. Donc ça a vraiment opéré un rapprochement et une identification plus importante. Hakim, tu l'as encore régulièrement en ligne ou pas ? Pas régulièrement, mais de temps en temps, on s'envoie des petits messages. Voilà, je sais qu'il va bien. Je sais que pour lui, les choses se sont stabilisées. Il prend un peu racine et puis ses enfants grandissent. Et finalement, maintenant, c'est des enfants qui sont plus français que syriens dans leur culture. Et oui, donc j'ai des nouvelles de lui, mais en fait aussi indirectement de sa famille qui est restée en Syrie. Et là, pour eux, c'est un peu plus compliqué. Pas tant d'un point de vue sécurité, mais plus parce que le coût de la vie a beaucoup augmenté. Et voilà, ça entraîne un certain nombre de complications dans la vie de tous les jours. Alors, dans ta présentation, tu disais que ça fait que 7 ans que tu fais de la BD. Parce qu'effectivement, au départ, tu n'étais pas du tout parti là-dedans. Tu étais dans le génie civil. Ouais. Qu'est-ce qui a permis le basculement ? Je pense que déjà la racine de mon envie de faire de la bande dessinée, c'est comme beaucoup d'auteurs, l'enfance et le fait de lire beaucoup et de dessiner beaucoup. Et puis à un moment donné, il y a le cerveau qui parle. On se dit, est-ce bien raisonnable ? Est-ce que je vais pouvoir en vivre ? Et en fait, ce qui a fait que je suis revenu à la BD, donc un long temps après, c'est finalement le fait que j'aimais vraiment pas du tout mon métier d'ingénieur. Je pense que si j'avais été assez neutre, en fait, si je faisais ça sans véritable amour, mais que voilà, ça m'allait, probablement je le serais toujours, mais vraiment j'aimais pas ça du tout. Et surtout, petit à petit, il y avait cette petite voix de quand j'étais gamin, je me disais, je ferais de la bande dessinée. Petit à petit, cette voix a pris de l'ampleur, jusqu'à ce que je me dise, il est peut-être temps, là, j'ai 29 ans. Si je continue à faire ingénieur, il me reste encore probablement quelque chose comme 35 ans à travailler. Si je veux pas me dessécher totalement, il faut que j'essaye de faire de la bande dessinée. Et la première BD qui va te révéler au grand public, c'est cette BD dont je parlais en titre, C'est pas toi que j'attendais, où tu racontes la naissance de ta fille trisomique non détectée pendant la grossesse et ses premières heures ou ses premiers jours où tu te dis il y a quelque chose de bizarre, mais les médecins non, tout va bien. Avec le recul, qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette BD ? Parce que toi, ça donne encore plus de poids à cet enfant finalement, qui t'a permis en plus de faire ta reconversion professionnelle. En fait, d'un point de vue personnel, familial, au moment où je l'ai faite, cette bande dessinée, j'étais déjà dans une phase très apaisée par rapport à ça, parce que ça faisait 3 ans que ma fille était née, donc le temps était passé, et puis je l'avais totalement acceptée comme étant ma fille, avec tout l'amour qu'on peut avoir pour son enfant. Donc là, d'un point de vue familial, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, c'est vrai que cette collision entre l'aspect familial, personnel et l'aspect professionnel, et donc le fait que je devenais auteur de bande dessinée par le biais de cette histoire, finalement c'était ça le plus gros choc. En plus, c'était une BD qui a été faite à la jonction entre ma vie d'avant et ma vie d'après d'auteur de bande dessinée, puisque au moment où je l'ai faite, j'étais encore ingénieur dans la journée, et donc je faisais cette bande dessinée le soir.
Donc elle a vraiment un truc très particulier dans mon esprit, dans le côté c'est une BD autobiographique qui parle de ma famille, ça parle d'un moment qui était extrêmement important pour moi, et c'est le déclencheur d'une nouvelle vie qui arrive à un moment où je fais la jonction entre deux vies. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui convergent et qui en font, c'est vrai, une BD qui m'est chère et qui est particulière dans mon parcours. Et ta fille aujourd'hui, elle est en âge de la lire, entre guillemets, enfin de la découvrir. Elle réagit comment quand elle se voit dessiner En fait, elle a la capacité de comprendre de quoi il s'agit et qui sont les personnages. Enfin, elle a bien compris que le barbu sur la couverture, c'était son papa. Après, elle n'a pas la capacité de lire et de comprendre très précisément ce qui se joue dans cette bande dessinée. Donc, par contre, ça fait partie finalement aussi de la construction familiale. Parce qu'il y a eu tout un temps où je faisais pas mal de rencontres, de conférences, et où parfois elle venait, donc non seulement elle, mais aussi ma grande fille et ma femme. Et c'est vrai que finalement cette bande dessinée, c'est pour ça que je dis elle est importante, parce que il y a là pour le coup il y a une grande porosité entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, c'est qu'elle fait partie de nous, quoi, de notre famille. T'as pas donné envie de faire un tome 2 et de raconter comment ça se passe aujourd'hui Au tout début, non, parce que je trouve que pour raconter une histoire qui serait une sorte de suite, il faut qu'il y ait un sujet central, et là, ça peut pas être juste la suite de. Il faudrait que... Alors j'y pense, parce que ça me paraît intéressant. Enfin, je pense qu'il y a des choses à évoquer, à raconter, mais il faut que je trouve quelque chose qui fasse sens par rapport à ce tome 2, que ça soit pas simplement l'idée de je vous donne des nouvelles de la famille et voilà ce qui s'est passé maintenant. Donc il est possible qu'un jour j'ai envie de raconter quelque chose qui se produirait après. En tout cas, je l'écarte pas. À un moment donné, je me suis dit non, mais j'ai pas encore trouvé. Peut-être que ça viendra jamais, peut-être que ça viendra, on verra. Dans la foulée, tu sors Les Deux Vies de Baudouin, où là tu retournes dans la pure fiction. C'est l'histoire en quelques mots, mais d'un homme qui va découvrir qu'il lui reste quelques mois à vivre, qui était un peu taciturne, pas très heureux, et qui va profiter de ses derniers mois, on va dire, avec son frère. En fait, le vrai sujet, c'est finalement un sujet que moi je connais, qui est le fait de, à un moment donné, avoir une espèce d'erreur d'aiguillage dans son parcours de vie, dans son parcours professionnel, et de quelle façon on rebifurque vers quelque chose qui nous correspond plus. Et pour moi, c'est ça le vrai sujet, et finalement l'aspect lourd que tu évoques. Finalement, pour moi, c'est presque plus un outil qui va servir à donner une raison à cette bifurcation. Donc moi, la façon dont je l'ai imaginé, la façon dont je l'ai raconté, dont je l'aperçois, c'est plus sur ce volet-là du parcours de vie un peu chaotique et qui fait des virages, plutôt que sur cet autre volet dramatique. Dans la foulée, t'enchaînes avec l'Odyssée d'Hakim, donc. Est-ce que c'est le bouquin dont on te parle le plus de ta carrière ? Ou est-ce que c'est pas toi que j'attendais ? En fait, c'est deux livres dont on me parle fréquemment en dédicace. Voilà, souvent c'est des portes d'entrée en fait de lecteurs vers mes autres bandes dessinées. Je pense que l'Odyssée d'Hakim, de par le fait qu'elle est plus récente, le fait qu'elle a une ampleur en nombre de pages, en nombre de tomes, et voilà, en plus avec l'actualité, enfin, on a eu l'époque où c'était plutôt des réfugiés qui venaient de Syrie ou du Moyen-Orient, après d'Afrique, maintenant d'Europe de l'Est. Finalement, c'est une thématique qui est sans fin, quoi. La question des réfugiés, elle a toujours existé, elle existera pendant encore très longtemps, malheureusement. Donc c'est sûr que le fait qu'il y ait cette connexion entre ce sujet et la bande dessinée fait qu'elle revient quand même assez souvent. Mais après, j'ai du mal à faire une espèce de podium de celle-là, on en parle plus. Ou voilà, je vois que un peu chacun a sa BD préférée. Les Deux Vies de Baudouin, on m'en parle beaucoup aussi. Et finalement, c'est peut-être lié aussi à la thématique dont je te parlais, le parcours de vie, la bifurcation. C'est en ce moment, on parle beaucoup peut-être le Covid a été important aussi là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'on fait comme boulot ? Est-ce que ça a un sens ? Au fond, ça a été un moment, le Covid, où on a pu s'arrêter un peu et réfléchir vraiment à ce qui faisait nous lever tous les matins. Et je sais que c'est aussi une BD dont on me parle souvent, quoi. Je parlais d'Hakim parce que il y a des scènes, je crois que c'est dans le tome 2, quand il doit traverser la Méditerranée avec son fils. Il y a quand même des scènes qui restent, qui marquent l'esprit. Ça montre à quel point la BD permet de montrer des choses
que peu de médiums peuvent montrer. Bah ouais, ça permet vraiment de refaire vivre des scènes, des situations, simplement par la transmission de la parole de quelqu'un qui nous raconte son événement, la façon dont il l'a vécu, et nous le remettre en scène par le dessin. C'est pas forcément quelque chose que j'avais pas imaginé totalement de cette façon en me lançant dans le projet. C'est-à-dire que j'avais conscience que c'était un sujet que je voulais aborder, je savais un petit peu comment ça allait se structurer, etc. Mais j'avais pas totalement conscience du fait que j'allais pouvoir autant replonger le lecteur et moi et Hakim dans cette aventure. Et c'est vrai que j'ai un peu découvert la puissance justement de la bande dessinée à ce moment-là. Je suis en perpétuel apprentissage au fur et à mesure des bandes dessinées que je fais, parce qu'à chaque fois, c'est une façon différente de raconter, de l'autobiographie, de la fiction, du reportage. Et j'avoue que là, c'est vraiment là en fait que j'ai découvert les pleines possibilités de la bande dessinée, quoi. Recréer des situations simplement en recueillant la parole de quelqu'un. Et c'est quelque chose vraiment que j'ai trouvé très passionnant en fait. Moi, écouter quelqu'un me raconter son histoire, c'est vraiment quelque chose qui me captive, et avoir la chance de pouvoir le retranscrire en bande dessinée, de pouvoir re-raconter son histoire, c'est vraiment un truc qui me plaît. Et je pense que si je devais peut-être essayer enfin, dans tous les styles de bande dessinée, toutes les choses que j'ai faites, essayer de retirer quelque chose ce vers quoi je voudrais le plus m'orienter, c'est vers ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose dans lequel je me sens bien, qui me passionne, et qui, à la fois le côté recueil du témoignage, interroger quelqu'un, poser des questions, ça me passionne, et aussi réfléchir de quelle façon je vais pouvoir le mettre en scène, le retranscrire, en ayant toujours la préoccupation du détail par rapport à ce que la personne m'a dit, parce qu'il y a toujours cette préoccupation c'est moi qui vais écrire, c'est moi qui vais mettre de moi dans le personnage. Au final, moi, j'ai mis un peu de moi dans Hakim, parce que je le fais évoluer, je le fais changer. Et donc, en fait, toutes ces étapes, je les ai trouvées vraiment très intéressantes. Et quand tu dis mettre du moi, tu te mets aussi en scène dans la bande dessinée. En l'occurrence, on te voit aller recueillir son témoignage. Pourquoi ça ? Alors au début, je m'étais un peu posé la question justement, est-ce que ça méritait ces petites parenthèses ? Et en fait, comme le propos initial, c'était de dire, on est très proche de ces gens, mais non seulement de par nos parcours, etc., mais aussi géographiquement, c'est-à-dire que on en voit certains qui dorment dehors, mais il y en a qui dorment pas dehors, et peut-être on prend jamais le temps de se poser et de parler avec eux ou de boire un café. Pour moi, le fait de me représenter, l'interviewer et de parler de choses très concrètes du quotidien, par exemple, à un moment, une histoire d'assurance responsabilité civile et des difficultés que ça représente pour quelqu'un qui vient d'ailleurs. En fait, il y avait aussi l'idée de créer cette sensation de proximité très grande. Donc voilà pourquoi j'ai mis ces petits moments d'interview. Ce qui est marrant quand on regarde ton œuvre, c'est qu'il y a une BD comme ça, un peu autobiographique, personnelle, réelle en tout cas, sur C'est pas toi que j'attendais ou l'Odyssée d'Hakim, puis à chaque fois entre tu mets de la pure fiction, les deux vies de Baudouin, là on arrive à Suzette, on va en parler. C'est volontaire ça aussi ou... C'est à la fois volontaire, mais en fait ça répond aussi, je pense, à un état d'esprit au moment où je termine une bande dessinée. C'est-à-dire que par exemple, là, pour faire la transition entre Hakim et Suzette, j'ai terminé l'Odyssée d'Hakim à la fois un peu triste de terminer parce que là ça m'avait pris pas mal de temps. Mais en même temps, je sentais que j'étais arrivé un peu à un état où j'avais besoin de passer à un autre truc, une autre ambiance. C'était passionnant, mais il y avait un côté un peu pesant, et puis pesant en termes de responsabilité par rapport à Hakim. Je pense qu'inconsciemment, j'ai eu envie d'aller vers un truc plus libre, où je ne serais pas sans arrêt à me poser la question de est-ce que ça s'est vraiment bien passé comme ça ? Est-ce que je représente bien la situation ? Et puis même la tonalité du récit, quelque chose de très, quand même de très fort. Donc je pense que inconsciemment j'ai eu envie d'aller vers un truc plus libre et plus léger, et finalement ça me convenait bien du coup de passer d'une BD du réel à de la fiction, et je pense que rétrospectivement c'est un peu ce qui s'est passé entre C'est pas toi que j'attendais et Les deux vies de Baudouin, où je m'étais livré moi, pareil, sur quelque chose de très lourd, de très intense. J'avais besoin de plus de liberté, d'un truc léger, même si c'est pas forcément hyper léger, mais léger, c'est-à-dire il y a moins d'implications émotionnelles, personnelles, parce que c'est de la fiction. Donc je raconte quelque chose, et même si ça peut être dramatique, il y a quand même une sorte de jeu de création. Alors Suzette ou le grand amour, là aussi je vais faire un résumé très court, mais c'est l'histoire de Suzette, elle vient de perdre son mari, et elle se dit tiens je vais retrouver mon amour de jeunesse, Francesco, qui vit en Italie, elle part une espèce de road trip avec sa petite fille. Là aussi, au départ,
tu te dis, je veux parler de quoi? Je veux parler de l'engagement, de l'amour, du vieillissement, parce que Suzette, tu la mets beaucoup en scène aussi dans le côté vieillissant et pourtant toujours très vivant. Bah, en fait, c'est un assemblage de plein d'émotions et d'idées. Au début, c'est pas forcément évident que ça va être une bande dessinée ou même une histoire, mais par exemple, au tout début, je me suis fait la réflexion que en 2 générations, la façon de vivre le couple avait évolué de façon impressionnante. À l'époque de nos grands-parents, c'était quasiment une évidence qu'il fallait se marier, et qu'une fois marié, c'était pour toujours, même si dans le couple, c'était pas terrible. Et puis, 2 générations après, le fait d'être ensemble après de nombreuses années, c'est presque surprenant. Parce que maintenant, il y a plein de choses qui interviennent, la quête du bonheur, l'autonomie financière, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, ça a été le point de départ. Et je me suis dit, j'ai envie de parler de ce changement très rapide dans la conception, dans la façon de vivre le couple. Et voilà, je me suis dit, comment confronter ces 2 visions, avec quel genre de personnage. Et c'est là que je me suis dit, peut-être le côté... ce sont les femmes finalement qui ont connu le plus d'évolution dans cette façon de vivre le couple, parce qu'avant elles étaient totalement dépendantes du mari. Voilà, donc je pense que pour elles le changement est encore plus important que pour l'homme. Donc je me suis dit, ok, je vais partir sur des personnages féminins. Après, je me suis dit, quel personnage pourrait interagir de façon suffisamment intime pour aborder des questions comme la sexualité, ce genre de choses. Je me suis dit, ça pourrait être une grand-mère et sa petite fille. Enfin voilà, par rebond, j'en suis arrivé à construire cette histoire comme ça. Mais tout part d'une réflexion sur l'époque et sur le couple. Et ce qui donne à chaque fois cette tendresse à tes bandes dessinées, c'est ce dessin assez rond, ligne claire, cette espèce de légèreté dans le trait qui fait que quels que soient les thèmes que tu abordes, finalement, c'est toujours avec une certaine douceur. Ça, le dessin, c'est vraiment un truc que je maîtrise pas trop. En fait, je suis au max de mes possibilités. Non, mais comme j'ai construit mon dessin un peu tout seul et sur le tard, je pense qu'il a fallu que j'aille vers la simplicité, vers de la synthèse. Au début, c'était une recherche volontaire dans cette idée de je suis pas capable de faire tout ce que je veux, donc il faut que j'aille vers quelque chose qui m'est plus accessible. Et puis finalement, en fait, là où au début je me disais je dessine quand même pas terrible, au bout d'un moment je me suis dit non, mais en fait ça me convient bien parce que j'y suis à l'aise, parce que finalement j'arrive à dessiner à peu près ce que je veux, même si c'est très simplifié, très synthétisé. Et là c'est pareil, c'est pas voulu, mais quand j'y repense après, je me dis que par rapport aux thématiques que j'aborde, le handicap, la crise des réfugiés, ce genre de choses, finalement d'y accoler un dessin très simple et très rond, je trouve que finalement ça sert bien l'histoire. Peut-être que si j'avais un dessin très réaliste, très un peu plus dur, ça rendrait le récit un peu plus difficile. Donc au début c'est totalement involontaire en fait cette façon de dessiner, et de toute façon même si je voulais dessiner autrement, je suis pas sûr que j'y arriverais. Et du coup, tu as la prochaine histoire en tête? En principe, tu reviendrais à une histoire réaliste, si je reprends mon alternance. En fait, là, je viens juste de terminer mon prochain album qui va sortir en juin. Et ça s'appellera donc Les Reflets du Monde. C'est une série. Et l'idée de cette série, c'est pour chaque tome de m'intéresser à une thématique, quelque chose qui caractérise un peu le monde dans lequel on vit. Et au lieu de le raconter de façon très didactique, pédagogique, en fait de l'aborder sous l'angle de l'histoire de vie, l'histoire humaine, un petit peu finalement comme l'Odyssée d'Hakim, où en parlant d'Hakim, je parle non seulement de la problématique de la crise des réfugiés, mais aussi de plein de thématiques connexes, la situation en Syrie, la situation en Europe, ce genre de choses. Donc pour Les Reflets du Monde, c'est exactement ça. Donc là, pour le premier tome, je parle de lutte et d'engagement. Donc je suis allé dans différents pays et je raconte des histoires de gens que j'ai rencontrés qui s'engagent ou qui luttent pour différentes causes. Et ce sera à découvrir en juin donc. Voilà. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt? Oui. La première BD que tu as lue? Probablement Tintin. Tintin au Tibet. J'avais froid. Il y a beaucoup de neige. En fait, j'ai l'impression, en tout cas c'est le cas pour moi, que les lectures qu'on a étant jeune, en fait, il y a une espèce d'infusion très puissante. Et je sais que, pareil, j'étais un grand fan de Lucky Luke et que pendant très longtemps, je recopiais Jolly Jumper. Alors maintenant, je sais beaucoup moins bien dessiner les chevaux, mais je pense que si j'essaie vraiment de dessiner un cheval, il va y avoir des choses que j'ai captées de la façon dont Maurice dessinait Jolly Jumper. La meilleure BD de tous les temps? Wow, c'est dur ça. La meilleure BD de tous les temps... C'est un truc qui est lié à l'enfance, mais là, c'est difficile d'être totalement objectif parce que je le relis plus maintenant.
mais c'est Tintin. C'est-à-dire que c'est celle qui m'a procuré les émotions les plus puissantes, parce que quand je lisais Tintin, j'étais Tintin en fait. Je le relis pas aujourd'hui, en fait j'ai peur d'être déçu, c'est-à-dire que j'ai gardé cette vision et cette impression, et c'est comme si j'avais pas envie de l'abîmer, parce que je suis pas sûr d'aimer autant aujourd'hui. La plus belle couverture de BD? C'est des questions compliquées ça. J'aime bien les couvertures très simples en fait. Finalement, c'est ce que j'essaie un peu de faire moi dans mes couvertures. Je trouve que les couvertures qui fonctionnent bien sont celles où il n'y a pas trop d'éléments, peut-être pas trop de couleurs. J'ai pas une couverture en tête, mais je sais que la façon dont les bouquins à l'assaut sont édités avec des couvertures très simples avec une couleur, ça me plaît bien. Mais j'ai pas un titre en tête, mais voilà, je dirais les couvertures de l'assaut. La plus belle case de BD? Il y a la case d'Akira là avec l'explosion où il y a des millions de hachures. Faut une sacrée patience pour faire ce genre de case. Donc voilà, c'est vraiment le genre de choses que je serais totalement incapable de faire, de par la patience que ça te demanderait et de par la technique aussi que ça nécessiterait. La BD que tu aimes, mais t'as honte de l'avouer? Non, j'ai pas vraiment de... Ah si, à une époque, je sais même plus, Smith et Wesson. Est-ce que ça te parle, Smith et Wesson? Non, je me rappelle pas de ça. C'est deux cow-boys moustachus. Je suis incapable de citer l'auteur. C'est pas vraiment honteux en plus, mais c'est juste que c'est un souvenir que c'était pas terrible, mais je le lisais avec plaisir parce que j'avais pas énormément de BD et je retombais souvent sur Smith et Wesson et voilà, des cow-boys moustachus. Ton meilleur souvenir de festival? J'étais enfant, j'étais allé au festival de BD de Laval. Je crois que c'était mes premières séances de dédicace. Et à cette époque-là, j'avais encore fermement l'intention de faire de la bande dessinée. Et j'avais été voir un auteur qui est toujours en vie. Et je vais pas citer le nom parce que c'était plus gênant pour moi que pour lui, en fait. Mais je lui fais faire une dédicace et il me dit « Ah, tu aimes le dessin ?» Et je dis « Oui, je voudrais faire de la bande dessinée. » Et là, je suis sur une série historique en 42 tomes. Et il s'est bien moqué de moi et j'ai été très triste, en fait. Donc voilà, je suis reparti un peu fâché contre lui. Mais en même temps, je me suis dit, faut peut-être que j'aille sur des trucs moins ambitieux. Ton pire souvenir de festival? Ouais, c'est pareil, je vais pas citer le nom du festival, mais c'est le genre de festival où tu fais énormément de trains, beaucoup trop de trains, tu arrives, t'es fatigué, tu fais une séance de signature dans un gymnase, donc tu es sous des panneaux de basket, il y a très peu de gens, on te fait intervenir sur scène pour faire une espèce de conférence, sauf que les enceintes sont à l'extérieur de la salle, du coup personne n'entend. De toute façon, il n'y a personne dans la salle. Et tu retournes t'asseoir et tes collègues auteurs applaudissent. Mais ils n'ont rien compris à ce que tu as dit. Et le soir, tu es accueilli chez l'habitant. Et c'est donc à... Angoulême. Angoulême, non. Pas dans un gymnase, Angoulême. Non, pas dans un gymnase. Ton personnage de BD préféré? Ouais, j'aimais beaucoup Lucky Luke. Je trouvais qu'il avait la classe. Et ton personnage de BD détesté? En fait, c'est vrai que spontanément, on a envie de dire un méchant. Et je pense que ça serait plus un personnage qui serait un peu anodin, sans vraiment de caractère. Mais là, j'en ai pas à donner. Si, peut-être un personnage de l'auteur que je voulais pas citer tout à l'heure, qui a dit que ma série serait beaucoup trop longue. Voilà, son personnage, je l'aime pas beaucoup. Et cet auteur qui est donc ton super-héros préféré? Ah, j'ai jamais trop lu de super-héros. Tu dessines dans le calme ou en musique? Je dessine beaucoup en écoutant des podcasts, en fait. Au bout d'un moment, je m'ennuie en dessinant. Enfin, il y a un côté un peu hypnotique, etc. Mais en plus, je suis sur des albums assez longs. Donc, quand je rentre dans le tunnel du dessin, ça dure longtemps. Et c'est vrai que des fois, je m'ennuie un peu. Donc, j'aime bien écouter des podcasts, genre Affaires sensibles, ce genre de choses. Voilà, des trucs qui racontent des histoires. Couleur ou noir et blanc? Si vraiment j'avais le choix total, j'irais sur du noir et blanc, mais je pense que pour faire du noir et blanc, il faut avoir une très grande maîtrise du noir et blanc. Je pense que ça se prête pas bien à mon dessin, donc je vais sur la couleur, mais là encore, je suis un peu contraint par mes limites techniques, et donc je me rabats sur des vieux aplats. Voilà, c'est comme on peut. Et pour finir, est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice qu'on ne connaîtrait pas forcément et que tu voudrais nous conseiller? Alors, une grande découverte d'auteurs brésiliens parce que donc une partie de ma vie a été au Brésil et c'est là un peu que je me suis remis à la lecture de la bande dessinée et donc j'ai commencé par des auteurs brésiliens et j'ai découvert un auteur qui s'appelle Flavio Colin, qui est donc décédé maintenant, mais qui est un grand auteur brésilien qui a un peu vécu dans le dénuement. Je ne sais pas s'il est très connu et il a un style, c'est assez difficile à définir, mais ça serait une espèce de mix entre Hugo Pratt et je sais pas quel serait le pendant d'Hugo Pratt pour le mix, mais voilà, quelque chose avec du noir et blanc et des noirs très puissants au pinceau, avec
avec des hachures, enfin vraiment un style de dessin que j'aime beaucoup, et il est beaucoup dans des histoires liées à la culture brésilienne, donc dans le nord-est, un peu Lampião, les cangacés, ce qu'on appelle, c'est les espèces de cow-boys de l'intérieur du Brésil. Voilà, donc ça c'était une découverte et je vous le conseille. Eh ben merci beaucoup Fabien Toulmé. Un grand plaisir, merci. D'avoir joué le jeu, et nous on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Bastien Pépin, chargé de mission. De quoi as-tu décidé de nous parler ? La dernière BD d'Ilan Manouche, Le VTT comme je l'aime, qui est paru aux éditions BDQ. Et la particularité de cette bande dessinée, c'est que c'est la première qui est écrite et dessinée par une intelligence artificielle. Le logiciel qui s'appelle GPT-2 travaille à partir d'une banque de mots qu'on lui donne. Ilan Manouche lui a donné un répertoire de mots érotiques et obscènes, et elle les a assemblés de manière grammatiquement logique, mais qui sonnent complètement vides, complètement froids. Les dessins on a l'impression de scan, de rayons X, etc. C'est vraiment très malsain. C'est incompréhensible au début, et on a l'impression qu'au fur et à mesure, soit on comprend mieux, on arrive plus à se mettre dans l'histoire, dans les histoires plutôt, soit la machine apprend à faire des phrases qui ont plus de sens, mais autant au début on ne comprend rien du tout, et à la fin ça prend un sens. Il faut savoir qu'Ilan Manouche n'est pas à son coup d'essai, puisque c'est un artiste pluridisciplinaire qui est spécialisé en BD conceptuelle et post-numérique. C'est vrai que c'est plein de petites histoires, il n'y a pas une seule histoire continue, mais c'est vraiment plus une expérimentation graphique et scénaristique. On redonne les références ? Le VTT comme je l'aime, d'Ilan Manouche. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.